Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir. On va écouter le témoignage de Stella. Stella qui est une cliente. Donc on la nomme Stella pour préserver son anonymat. Et elle a fait l'objet de deux témoignages. Retour d'expérience sur la rencontre avec un ou plusieurs avocats et d'expliquer comment ça s'est passé pour elle. Puis elle m'a envoyé un audio et elle m'a demandé à ce que je puisse écouter cet audio et de lui donner mon retour par rapport à cet audio. Ensuite, je lui ai posé la question de savoir si je pouvais l'utiliser. Donc, je vous en fais part. Donc voilà, en deux temps, le témoignage de Stella sur retour d'expérience avec un avocat, le témoignage de Stella en direct, entretien avec un avocat. Merci d'écouter. Stella, je te laisse la parole. Bonjour, moi c'est Stella. Je viens vous raconter mon expérience ou bien mes expériences avec les avocats ici en France, pour bien préciser. Pour régulariser ma situation, c'était pas facile et je suis encore en cours, en bataille, mais je sais que ça va aller. Donc, les avocats me prenaient énormément d'argent à chaque rendez-vous. Donc, ma première expérience, c'était avec un avocat. Je vais pas dire son nom ni la ville pour rester distraite. Donc, à chaque rendez-vous, il me disait de lui payer 100 euros. Je l'ai consulté pendant 6 à 7 mois, qui faisait 700 euros. C'était tellement horrible à un point que j'ai fini par bloquer ce monsieur parce qu'il n'y avait pas de résultats positifs à part des résultats négatifs. Donc, j'ai vécu des dépressions, des crises d'angoisse et tout. Donc, pour finir, le deuxième aussi, c'était pareil. Chez lui, c'était 77 euros par rendez-vous, oui. Et je l'ai consulté pendant 5 mois. Donc, aucun résultat positif n'est sorti des dents. Donc, je viens vous concerter vraiment de faire attention. Cherchez vraiment des bonnes personnes. C'est mieux de commencer par des assistants sociaux ou des juristes avant d'aller chez des avocats. Parce que c'est vraiment dangereux. Vous allez perdre beaucoup d'argent et mentalement, ça ne va pas aller. Chez Rosanna, vraiment, je peux dire quoi? C'est une chance, je vais appeler ça comme ça parce que vraiment 60 euros pour un début de consultation, ça va. Et après, elle ne demande même pas d'argent. Et après, elle va juste vous prendre une petite somme pour vous accompagner qui est de 350 euros pour vous accompagner pour vos procédures jusqu'à la sortie de la carte d'identité. Vraiment, je trouve que c'est bien. Et ça encourage aussi la personne en face, vu que sans papier, on ne peut pas avoir de travail. Donc, ce qui veut dire pas d'argent. Elle nous comprend, ça va. Sincèrement, moi, je trouve que ça va bien. J'aime bien son service. Donc, je vous souhaite bonne continuation et bonne chance à vous. Et merci beaucoup. Dans le cadre des consultations et des accompagnements que j'effectue pour accompagner les personnes qui sont en demande de régularisation sur le territoire français, j'ai pu faire un constat, c'est que à partir du moment où une personne est accompagnée par un avocat, voire plusieurs, elle peut rencontrer des difficultés à mettre en place une procédure pour déposer un dossier afin que la régularisation soit réalisée. Alors, j'ai une cliente qui s'appelle Stella, donc on va la nommer Stella pour préserver son anonymat, qui a rencontré un avocat et qui a donc enregistré l'entretien avec cet avocat, puis m'a envoyé cet audio. Alors moi, je lui ai rien demandé, mais par contre, elle a voulu le faire de son propre chef et ensuite me l'envoyer. Et je lui ai demandé s'il était possible que je puisse me servir de cet audio pour pouvoir le décortiquer et avec vous, relever les informations qui sont essentielles en fonction de sa situation, mais en fonction aussi de vos situations de façon générale, parce que la loi, elle est valable pour tous, mais bien entendu, lorsque vous déposez un dossier en préfecture, on y va au cas par cas. Alors, allons-y, écoutons cet audio, et au fur et à mesure, je décortique. Vous allez m'expliquer un petit peu pourquoi vous êtes venu? Oui. D'accord. Et on va voir si on peut vous aider. D'accord. Vous êtes là pour une naturalisation, pour Un deuxième titre de séjour. C'est un renouvellement? Non, c'est la première, elle avait été rejetée en 2018. D'accord. Et j'étais en classe d'examen, je faisais mon bac. Alors, la première demande que vous faites, mais non, c'est la première demande, non, parce que vous avez été rejeté en 2018. Oui, exactement. D'accord.
Première demande rejetée en 2018. Et ils vous ont mis quoi, une OQTF? Oui. Vous avez une OQTF? Donc je suppose qu'elle est terminée. Hein. Ouais, elle est terminée. OQTF, donc fini. Passé, on va dire, caduque. D'accord. Est-ce que depuis, vous avez refait une autre demande? Non. Non. D'accord. On vous a expliqué la raison de cette OQTF ou pas? Pourquoi on vous a donné cette OQTF? Pourquoi on a rejeté votre demande? Ils disent que je n'ai pas de lien parenté, ma fille, elle est au pays. Et si je suis venue avec ma cousine qui m'avait accueilli, ouais. Donc c'est seul... c'est votre seul lien familial. Voilà, qui est ici, mais c'est pas noté sur mon acte de naissance, vu que cousine, c'est pas... Je crois qu'ils ne considèrent pas ça comme... Famille, c'est père, voilà, mère, exactement. Voilà, et ça. femme. Exactement. Et enfant. C'est parti en décortique. Donc, dans un premier temps, il y a eu des éléments de présentation. Il la reçoit, il lui dit bonjour, etc. Il prend des éléments concernant son identité et il commence à lui poser des questions. La première, c'est de savoir si elle a déjà eu ou si elle a déjà fait une demande de titre de séjour. Donc, est-ce qu'elle a déjà fait une demande? Est-ce qu'elle a déjà obtenu un titre de séjour? Est-ce qu'il s'agit d'un renouvellement? Elle lui répond que non, il ne s'agit pas d'un renouvellement. En revanche, elle avait déjà effectué une première demande qui avait été rejetée, d'où il lui demande si elle a eu une OQTF, donc obligation de quitter le territoire français. Elle répond que oui. Il lui demande quel est le motif de cette OQTF, est-ce qu'elle le connaît? Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce que je ne cesse de le répéter. Lorsqu'on vous transmet une OQTF, vous avez toujours les motifs qui ont permis d'établir cette obligation de quitter le territoire français. En réalité, vous recevez une notification de la part de la préfecture qui vous indique que la demande de titre de séjour que vous avez déposée est refusée. À quel titre? Elle va établir l'ensemble des motifs pour lesquels vous avez été refusé, pour lesquels cette demande est refusée. Donc, il est important, et je ne le répéterai jamais assez, de prendre connaissance de ces motifs et de chercher à savoir comment est-ce que vous allez pouvoir faire ce qu'on appelle un recours, c'est-à-dire apporter des éléments qui vont renforcer ce qui a été refusé pour que vous puissiez avoir une éventuelle chance de pouvoir revoir la décision de la préfecture et rester sur le territoire. Donc là, en l'occurrence, il lui pose la question: avez-vous eu une OQTF? Elle lui répond oui. Pour quel motif on ne vous a pas donc attribué ce titre de séjour? Eh bien, elle parle de liens familiaux. Elle parle d'un lien de parenté qu'elle a avec sa cousine. Et la préfecture aurait dit en fait que à partir du moment où elle vit avec sa cousine, les liens ne sont pas suffisamment proches pour qu'elle puisse rester sur le territoire. Lui, il indique que les liens familiaux, ce sont les parents, les frères, les sœurs, les enfants. Donc en fait, il est dans le noyau, ce que moi j'appelle le noyau familial, ce qui constitue une famille. Parents, enfants, donc dont les enfants, la fratrie, frères et sœurs. Mais en réalité, c'est pas si simple que ça. Au niveau de la préfecture, les liens familiaux peuvent être étendus au niveau de la famille. Parce qu'on a les ascendants, on a les descendants. Et dans les ascendants, on va retrouver les grands-parents, les parents et même les beaux-parents. Donc, beaux-parents, on va parler de la belle-mère, le beau-père, donc c'est-à-dire femme ou mari qui n'est pas au départ notre mère ou notre père. Et on va parler également du beau-père, belle-mère, c'est-à-dire les parents de notre
mari de notre femme. Ça s'étend jusque-là. Ça peut aussi s'étendre aux oncles et aux tantes. Ce sont des ascendants maternels, paternels. Et on a également les descendants. Donc les descendants, on va retrouver dedans les enfants, les petits-enfants, mais ça peut s'étendre aussi aux maris, aux femmes et également aux cousins, cousines. À partir du moment, et là c'est très important, où on est en capacité de prouver les liens de filiation. Comment est-ce qu'on prouve les liens de filiation? Qu'est-ce qu'un lien de filiation? La filiation, c'est le lien de famille. Donc, pour faire court, pour faire simple, la filiation, c'est le lien de famille. Moi, j'ai un papa, une maman, je suis leur enfant et j'ai des enfants, une fille, un fils. Et là, on forme une famille, une filiation, d'accord? J'ai un conjoint qui s'est rajouté à cette famille et qui m'a permis de pouvoir avoir des enfants. Donc, mon conjoint s'est rajouté à la famille que j'avais au départ, parents et moi, avec mes frères et sœurs. Et lui et moi, nous avons créé une famille. Voilà la filiation. D'accord? Donc, le lien familial, il se traduit comme ça. Et il faut être en capacité de prouver ces liens familiaux par le biais d'actes de naissance. Mon acte de naissance va relever dessus la présence d'une mère, d'un père, et ils vont avoir leur nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance, pareil pour la mère, pareil pour le père, et pour moi également. Mes enfants vont donc avoir la même chose par rapport à moi et par rapport à mon conjoint. Donc, à partir de là, on va prouver qu'on a des liens familiaux. Et c'est pareil pour un cousin, pour une cousine. Pourquoi? Parce que si ma cousine, mon cousin, est l'enfant de ma tante maternelle, de mon oncle maternel, de ma tante paternelle, de mon oncle paternel, logiquement, on devrait retrouver les noms de famille qu'on va avoir en commun sur les actes de naissance. Et c'est ça, en fait, qu'on va pouvoir justifier auprès de la préfecture. Donc, il aurait dû lui poser la question, mais sur le lien qui vous unit, vous et votre cousine, êtes-vous des cousines proches, donc ce qu'on appelle des cousines germaines, ou alors êtes-vous des cousines éloignées? Et là, on peut comprendre effectivement que la préfecture dise non, le lien n'est pas suffisamment probant, donc il n'est pas suffisamment à prouver que le lien familial est proche. D'accord? Donc ça, c'est très important. Je rebondis là-dessus, je décortique pour que vous puissiez bien comprendre de quoi il s'agit. Et ça l'est d'autant plus que la loi, donc au niveau de la régularisation, va permettre que l'on puisse, du coup, établir une demande de titre de séjour en tant que membre de famille d'un Français, et on va pouvoir également établir un titre de séjour en tant que membre de famille d'un Européen. En tant que Français, on est Européen. Donc, membre de famille en tant que ascendant, en tant que descendant, et comme je vous l'ai expliqué auparavant, en fonction de là où on se situe dans la famille, on fait cette demande de titre de séjour. On continue. Ok. Alors, ça marche. Bon. Et on va essayer donc de voir si on peut faire quelque chose désormais. Alors, vous êtes arrivé en 2018, c'est ça? En 2017. 2017. Le 30 décembre. Très bien. Donc ça, c'est pas mal. Et vous êtes rentré avec un visa? Non. C'était aussi l'une des causes aussi. D'accord. Car pas de liens familiaux sur place. Et entrée sans visa. Ok.
dit vous êtes en situation régulière. Pas de problème. Alors, à ce stade-là, qu'est-ce qu'il dit? Donc, il lui parle de son arrivée en 2018 et elle lui parle de 2017. Faites attention. Il faut être à l'écoute de ce que la personne nous explique. Et là, en l'occurrence, il n'est pas très attentif. Donc, il lui parle du visa. Qu'est-ce qu'il en est du visa? Est-ce qu'elle est venue avec? Est-ce qu'elle est venue sans visa? De quoi il est question? Elle lui dit que non, elle est venue sans visa. Alors, à ce stade-là, il aurait dû lui préciser que l'on peut faire une demande de titre de séjour sans visa. Parce que j'ai des personnes qui me posent la question, j'ai des personnes qui me disent « Mais en fait, moi, je n'avais pas de visa. Je suis rentrée sur le territoire sans visa, par d'autres billets, mais sans visa. » Ok. Ou alors, je n'ai plus de visa, je n'ai plus la possibilité de prouver que j'étais rentrée avec un visa parce que mon passeport a expiré, que j'ai perdu ce passeport, je n'ai pas la possibilité de présenter ce passeport parce que maintenant j'ai un nouveau passeport. Pour X ou Y raison, sachez que si vous voulez déposer votre dossier en préfecture, vous pouvez le faire sans visa, vous pouvez le faire avec un visa touristique, vous pouvez le faire avec un visa long séjour. D'accord? Donc, le visa touristique, ça va être le visa C. Le visa long séjour, ça va être le visa D. Et on peut, donc, du coup, sur les démarches dématérialisées ANEF ou démarches simplifiées ou encore en dépôt en préfecture, aller se présenter sans visa. Donc, on poursuit. Alors, expliquez-moi un peu votre situation. Est-ce que vous êtes aujourd'hui marié, célibataire, en concubinage, pacsé? Dites-moi tout. Célibataire, mais je suis en contrat CDI. Alors, attendez. Célibataire? Célibataire. D'accord. Des enfants? Non. Pas d'enfants? En France? Oui, pas d'enfants en France. D'accord. Vous en avez au pays? Oui, Vous une en avez fille. combien au pays? Une seule. Quel âge elle a? 8 ans. D'accord. Et est-ce que vous travaillez? Oui, je travaille. Alors, ça, c'est super. Mais forcément, il y a quelque chose. Il y a forcément quelque chose. Donc, vous êtes en CDI ou en CDD? Un CDI. Depuis combien de temps? Depuis, ça fait... J'ai commencé en juin, donc ça va faire 5 mois. Juin? Ça fait Oui. 5-6 mois, quoi. 5-6 mois, voilà. Juin 2023. Ok. C'est pas mal, c'est pas génial. Alors, à ce niveau, il lui demande d'expliquer un peu sa situation. Quelle est sa situation civile? Est-ce qu'elle est mariée? Est-ce qu'elle est en couple? Est-ce qu'elle est, comment dire, en concubinage, célibataire, etc. Qu'elle lui en dise un peu plus et notamment, est-ce qu'elle travaille ou pas? Alors, elle lui dit qu'elle est célibataire. Donc ça, on ne peut rien en faire. Elle lui dit qu'elle a des enfants, mais un enfant sur le territoire d'origine et non pas en France, pareil, on ne peut rien en faire. Quoique, moi, cette cliente, je la connais. Donc, on a eu l'occasion d'échanger, on a eu l'occasion de se dire les choses. Et aujourd'hui, moi, je sais que cette cliente, elle a un enfant sur le territoire d'origine. Mais attention, la particularité de cet enfant, c'est qu'il est français. Et ça, l'avocat ne le sait pas. Et pourtant, ça, c'est une information qui pourrait changer la donne par rapport à sa situation ici en France. Mais bon, j'en dirai pas plus parce qu'elle, elle ne l'évoque pas. Elle est restée sur le fait qu'elle a un enfant dans le pays d'origine. On fait aussi avec ce que vous êtes en capacité ou ce que vous voulez bien nous donner comme information. Ce que je comprends tout à fait, parce que vous partez aussi sur la base de la confiance. Donc, vous tâtez un peu le terrain pour savoir ce que vous nous délivrez, ce que vous ne nous délivrez pas. De quelle façon vous allez pouvoir nous délivrer les informations, comment nous aussi on les reçoit. Et ça, c'est super important en fait. Cette relation de confiance que l'on va tisser l'un envers l'autre, c'est super important. Si vous n'êtes pas à l'aise avec la personne qui vous reçoit, si vous n'êtes pas à l'aise avec la personne qui vous accompagne, ne divulguez pas vos informations, gardez-les et faites-le avec quelqu'un avec qui vous êtes réellement à l'aise. Ça, c'est super important. Donc, je reprends. Du coup, on va laisser sa situation d'état civil de côté par rapport
à la mise en place de son dossier parce qu'on n'a pas d'éléments qui vont nous permettre de pouvoir faire quoi que ce soit avec. Il parle du travail. Elle lui explique que effectivement, elle est en CDI. Vous remarquerez qu'il finit par c'est pas mal, c'est pas génial. Les personnes qu'on reçoit, en fait, ce sont des personnes qui sont déjà en situation de vulnérabilité, qui sont déjà dans l'incertitude. Et quand on a des paroles comme ça négatives, ça leur laisse pas beaucoup d'espoir. Donc, dire c'est pas mal, c'est pas génial, expliquer pourquoi c'est pas mal, pourquoi c'est pas génial. Moi, j'ai envie de dire à ce stade-là, une personne qui me dit qu'elle travaille, au contraire, je trouve ça intéressant. Pourquoi intéressant? Parce que premièrement, on n'est pas censé travailler lorsqu'on est en situation irrégulière, mais le fait que la personne travaille, ça va apporter des éléments qu'on va peut-être pouvoir exploiter pour la mise en place de son titre de séjour. Alors en plus, elle dit qu'elle est en CDI. C'est pas anodin de dire qu'elle est en CDI. Parce que si elle explique qu'elle est en CDI, ça suppose qu'il y a un contrat derrière. Donc, qui dit CDI dit contrat. Qui dit contrat dit qu'elle est probablement déclarée. Alors, il faut creuser. À ce stade-là, il faut creuser, chercher à en savoir un peu plus. Donc, on va voir si effectivement il creuse ou pas. On poursuit. Et vous gagnez combien? 1300 et quelques. Vous êtes à temps plein? Oui, à temps plein. D'accord. Alors, expliquez-moi, parce que vous avez bien compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous travaillez chez un particulier, dans une boîte? C'est une entreprise de ménage. D'accord. Très bien. Donc, votre patron est au courant que vous êtes sans papier? Exactement. Il est au courant? Oui. Très bien. Donc, vous travaillez au nom de quelqu'un? Vous travaillez... Avec mon passeport. Avec votre passeport? Oui. Est-ce que votre patron serait d'accord de vous donner... Vous ne travaillez pas avec des faux papiers? Non. D'accord. Est-ce que votre patron serait d'accord pour vous donner ce qu'on appelle le CERFA? Oui, il est en train de le faire actuellement. Magnifique. Exceptionnel. Et j'ai mes fiches de paie avec moi. Super. Alors, juin. Vous avez commencé votre première fiche de paie, c'est juin? C'est juillet, parce que j'ai... Juillet? Oui, juillet. Juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Et février. Top. Après, c'est fini. 8 mois, on est parfait. D'accord. Ça marche? Ça marche. Donc, on va pouvoir être bon. Alors là, on avance. On a des informations qui vont nous permettre d'avancer sur la mise en place et l'orientation de son dossier. Il lui demande quel est le montant de son salaire. Elle lui répond qu'elle touche 1300 et quelques euros. Là, il devrait lui poser la question suivante. Est-ce que c'est du net? Est-ce que c'est du brut? Parce que si c'est du brut, logiquement, elle devrait être à 1766 euros 92 brut. Pourquoi? Parce que depuis le 1er janvier 2024, le brut a été réévalué. Ensuite, s'il s'agit du net, elle doit être précisément à 1398,69 euros. Et ça, il ne lui pose pas cette question. Or, c'est important parce qu'au niveau du dépôt du dossier, le SMIC, c'est la référence par rapport à la préfecture lorsque on veut déposer un dossier de demande de titre de séjour mention salarié. Donc, lorsque on a une promesse d'embauche ou lorsque on a un contrat de travail avec des fiches de paye, le montant qui va faire office de seuil de référence, c'est le SMIC. Donc, faites attention au SMIC en vigueur et il faut que vous soyez sur cette fourchette-là du SMIC. En deçà, ça veut dire déjà dans un premier temps que votre patron, il n'a pas respecté l'obligation de réévaluer le salaire au sein de son entreprise et il est hors la loi par rapport au montant du salaire qu'il vous propose. Donc, faites attention à vérifier quel est le montant en vigueur du SMIC horaire brut pour que vous ne soyez pas en deçà par rapport à votre dépôt en préfecture de votre dossier de demande de régularisation mention salarié. Ça, c'est une chose. Ensuite, on cherche à savoir de quoi il est question, quel secteur d'activité. Elle lui dit que c'est une entreprise de ménage. Là, il doit lui poser la question. Parce que c'est
deux choses distinctes et il faut bien faire attention à ça. Entreprise individuelle et société. Donc, il faut lui poser la question, est-ce que votre employeur est auto-entrepreneur? Est-ce que c'est une entreprise individuelle ou est-ce qu'il s'agit d'une société? Et si la personne est incapable de nous le dire, on doit lui poser la question pour que nous, ça nous aiguille. Est-ce qu'il a déjà des salariés? Est-ce que vous êtes le premier salarié ou pas? Si effectivement il a déjà des salariés, ça veut dire qu'on est bien en société. Et s'il n'a pas de salariés, cherchez à savoir pourquoi il n'a pas de salariés. Est-ce qu'il peut fournir un cabis? Est-ce qu'il n'a pas de cabis, mais en revanche, une attestation de l'INSEE? Donc, si c'est un cabis, c'est une société. Si c'est une attestation de l'INSEE, c'est un auto-entrepreneur. Or, les auto-entrepreneurs n'ont pas le droit d'avoir d'associés ni de salariés. Seules les sociétés ont cette possibilité-là. Donc, s'il s'agit d'une entreprise individuelle, on n'est pas bon en réalité. Ça, il ne lui demande pas. Donc, il faut s'en assurer. Ensuite, il va chercher à savoir si l'employeur sait qu'elle est en situation irrégulière. Ça, c'est bien. Effectivement, si l'employeur sait qu'elle est en situation irrégulière, il faut voir maintenant quel est le rapport qu'elle entretient avec son employeur. Apparemment, ils entretiennent de bons rapports et comme il sait qu'elle est en situation irrégulière et qu'il lui a transmis des fiches de paye, on peut supposer que c'est quelqu'un qui veut l'aider à se régulariser. Et en plus, il lui pose la question, est-ce qu'il vous donne ce fameux CERFA? Elle répond que oui. Alors, c'est quoi le CERFA? En fait, on ne peut pas juste poser la question, est-ce qu'il vous donne un CERFA? Parce que le CERFA, en réalité, c'est un formulaire. Un CERFA, c'est un formulaire, mais des CERFA, il y en a plusieurs. Donc, dire est-ce qu'il vous donne le fameux CERFA, c'est pas forcément la bonne question. Il aurait fallu lui demander est-ce qu'il est en capacité de vous transmettre le CERFA que l'on demande aux employeurs, aux entreprises à compléter pour la régularisation des étrangers en situation irrégulière qui veulent travailler sur le territoire français. Bon, elle a compris parce que l'employeur est en mesure de compléter ce CERFA. C'est qu'elle lui a déjà posé la question. Mais ce ne sont pas les seuls documents que l'employeur est censé transmettre. Il y a une liste de documents que la préfecture demande et à ce stade-là, il aurait dû aussi lui poser la question, est-ce qu'elle est informée au moment où elle est en entretien avec cet avocat, la loi, le projet de loi immigration n'est pas encore passé. Donc, il aurait dû lui poser la question, est-ce que vous savez qu'il y a une liste d'éléments à fournir et que tous ces documents qui doivent être fournis, il doit lui citer en fait tous les éléments. Là, on est en 2024. Aujourd'hui, la loi a changé et les travailleurs étrangers qui occupent des métiers en tension, et elle, c'est son cas puisque elle est employée de ménage, vont pouvoir déposer leur demande de titre de séjour mention salarié sans nécessairement passer par l'employeur. Donc ça, il doit lui expliquer aussi. Au même titre qu'il dit, ah, vous avez combien de fiches de paye et qu'il compte avec elle le nombre de fiches de paye et qu'il lui dit 8, on est bon. Ben, pourquoi on est bon? Il faut l'expliquer. Donc, il faut expliquer que effectivement, avant la loi, ce projet de loi immigration, la préfecture insistait et on avait plusieurs critères d'appréciation. Donc, la préfecture insistait pour que l'employeur ait rempli le fameux CERFA qui déclare du coup un étranger en situation irrégulière au titre du travail, qu'il fournisse les éléments en lien avec son entreprise, le cabis, la mise à jour de ses cotisations URSSAF, un certain nombre d'éléments s'il a plus ou moins de salariés. Il fallait rappeler aussi qu'il y a cette taxe
aux filles la taxe amende parce qu'on est en situation irrégulière et hors la loi d'avoir fait travailler un étranger en France, tout ça, il ne l'explique pas. Et de basculer vers, aujourd'hui la loi a changé avec le projet de loi immigration, les métiers en tension, et vous en faites partie puisque vous êtes employé de ménage, n'ont plus cette obligation de déposer leur dossier avec le concours, avec l'aide de leur employeur. Ils peuvent le faire eux-mêmes, ce qui est un plus pour elles. C'est génial en fait. Ces fameux fiches de paye, c'est pareil. On demande maintenant 8 fiches de paye sur les 24 derniers mois. Donc, depuis quand travaille-t-elle? Et à partir de là, sur cette période-là, combien de fiches de paye est-elle capable de fournir? Elle dit qu'elle est capable de fournir 8 fiches de paye. On est bon. Il lui répond. Oui, on est bon. Donc, c'est génial parce qu'on va pouvoir avancer avec son dossier. Il lui a également demandé si elle travaille avec ses propres papiers ou si elle travaille avec les papiers d'un autre. Donc là, c'est aussi important cette donnée parce que on cherche à savoir si elle travaille sous X. Donc c'est comme ça que la préfecture appelle ça. Le travail sous X, ça correspond à dire que elle a emprunté les papiers d'une personne qui est déjà régularisée sur le territoire, soit quelqu'un qui a un titre de séjour, soit quelqu'un qui a la nationalité française, et elle travaille avec les documents d'un autre. Lorsque c'est comme ça, pour régulariser cette situation en préfecture, on va demander à l'employeur qu'il fournisse ce qu'on appelle une attestation de non-concordance. C'est le document qui va justifier que l'employeur n'était pas au courant que l'étranger en situation irrégulière travaille au sein de son entreprise avec les papiers d'autrui. Ce document va être transmis auprès de la préfecture qui, elle, va donc s'en saisir pour pouvoir vérifier les informations relatives à ce que l'étranger a fourni. Alors bien évidemment, ça met en péril et la personne qui a prêté les documents, donc ça met en danger la personne qui a prêté les documents et également l'employeur parce qu'ils sont hors la loi tous les deux. Ça, c'est certain. On poursuit. Le temps que vous me donniez le document, j'aurai plus d'un mois de travail avant de pouvoir déposer. Ce sera le temps qu'il vous faudra pour pouvoir obtenir donc votre dernière fiche de paye. Okay. Exactement. Très bien. Donc là, on va pouvoir faire une demande béton. D'accord? D'accord. Est-ce que vous avez un casier judiciaire? Non. Ça fait longtemps que vous n'avez pas vu votre fille? Très longtemps. Bah ouais, depuis que vous êtes là, en fait. Oui. En fait, elle est née, vous êtes partie, quoi. Ouais, c'est ça. Elle avait un an, 3 mois. Elle marchait même pas encore. Et vous avez de temps en temps de ses nouvelles? Oui, je parle avec elle tous les jours. Elle vous voit tous les jours? Enfin, oui, appel vidéo. Très bien. Ok, et là, chez qui elle vit? Elle est chez ma mère, même comme ma maman est déjà trop malade. Mais bon, je fais avec. Bon, on va essayer de trouver une solution. Très bien. Vous êtes hébergé ou vous êtes locataire? Hébergé. Oui. Vous êtes hébergé où? Chez qui? Pourquoi? Comment? Je suis hébergée chez ma cousine parce qu'on a un lien parenté du côté de ma maman. D'accord. Donc. Vous participez un peu au loyer ou des choses comme ça? Non, pas grand-chose. Parce que de temps en temps, je suis en déplacement vu le travail. Donc, vraiment pas souvent là. D'accord. Très bien. Ok. Je peux monter le dossier car d'ici l'instruction. On est d'accord que vous travaillez toujours dans la même boîte, hein? Exactement, toujours. J'ai travaillé ailleurs avant, mais j'ai arrêté parce que le monsieur me faisait un harcèlement. Ah. Donc j'ai arrêté. En tant que nounou. En tant que nounou. Donc là, vous allez voir que il va essayer d'obtenir la confiance de la cliente en lui posant des questions autour de sa fille, ce qui permet de pouvoir tisser un début de relation de confiance parce qu'elle commence à se dévoiler. Si elle le veut bien, elle va transmettre des informations qui la touchent personnellement. Et lui, logiquement, s'il est dans l'empathie, il va aller dans le sens de la cliente
et il va essayer de lui apporter des paroles réconfortantes. Mais si c'est juste pour, voilà, histoire de meubler un peu la conversation, il passe outre et c'est ce qu'il fait en fait. Donc il n'est pas réellement dans l'empathie, c'est vraiment pour meubler la conversation. Du coup, là, on va avoir d'autres éléments d'information. Elle nous informe également, et il ne saisit pas cette information, qu'elle a un lien de parenté avec sa cousine parce qu'elle est sa cousine maternelle. Donc en fait, elles sont cousines germaines, mais il ne le saisit pas. Et il aurait pu rebondir dessus par rapport à l'OQTF. Bon, donc on met de côté parce que de toute façon, lui, il n'a pas saisi. Il va poser la question autour du casier judiciaire. Est-ce qu'elle a un casier judiciaire? Elle répond que non. C'est une information importante. Pourquoi? Parce que pour pouvoir vivre sur le territoire français, il ne faut pas être en position de polygamie, d'où on demande l'attestation de non-polygamie pour justifier qu'on n'est pas marié ailleurs, ni en France, et que du coup, on a plusieurs épouses. Ensuite, on va demander à ce que la personne ne soit pas une menace pour l'autorité nationale. Et on va demander également à ce que la personne elle ait une certaine durée de présence sur le territoire. Donc, le casier judiciaire, c'est pour chercher à savoir si effectivement elle est clean, si je peux dire, au niveau de la loi. Voilà. Il va lui poser la question de savoir si elle est toujours sur le même poste. Bah, logiquement, oui, puisque c'est ce qu'elle avait indiqué. Et elle lui donne une autre information, c'est que sa situation en fait d'étrangère en situation irrégulière la rend très vulnérable. Elle a fait l'objet de harcèlement. Alors bien évidemment, lui, il n'y peut rien, mais c'est là où on voit encore le fait qu'il n'y a pas réellement d'empathie parce qu'il répond « Ah ». Voilà. Donc, il n'y a pas grand-chose. Donc, clairement, dans la logique des choses, quelqu'un vous dit qu'il a fait l'objet de harcèlement, vous lui dites pourquoi vous n'avez pas porté plainte, quoi. Parce que c'est pas parce qu'on est en situation irrégulière qu'on ne peut pas porter plainte contre la personne qui nous harcèle, donc la personne qui nous fait des propositions qui dénigrent la personne parce que la personne elle est en position de vulnérabilité, elle devrait accepter tout. C'est pas logique. Sous prétexte de travailler, sous prétexte de ne pas avoir de papier. Puis il lui dit, on va pouvoir faire une demande béton en se basant uniquement sur les documents en lien avec l'emploi, donc les fiches de paye. Il ne connaît pas réellement sa situation. Il lui demande est-ce qu'elle est hébergée ou chez qui, comment, etc. Et elle répond qu'elle est hébergée chez sa cousine. Donc c'est là où elle dit que c'est sa cousine maternelle. Il ne sait pas réellement si elle y sera toujours lorsqu'elle va instruire son dossier. Donc il devrait quand même lui poser la question, est-ce que ça se passe bien? Il ne connaît pas réellement sa situation. Donc il ne sait pas quels sont les documents qu'elle est susceptible d'apporter. Par rapport à son lieu de vie, on est sur un hébergement. Donc elle vit avec sa cousine maternelle. C'est là où il aurait dû rebondir. Et il ne sait pas réellement quelles sont les relations qu'elle entretient avec sa cousine. C'est pas parce que c'est sa cousine que ça veut dire qu'elle s'entend bien avec elle. Et pour connaître cette cliente, moi, avoir creusé un peu avec elle, aujourd'hui, je sais qu'elle n'y est plus chez cette cousine. Elles ont gardé des liens, mais elle vit ailleurs parce que justement, ça ne se passait pas aussi bien qu'elle l'aurait souhaité. Il faut quand même lui indiquer qu'elle a un certain nombre de documents à fournir. Il ne parle pas d'autres documents. Il ne lui demande pas de fournir d'attestation d'hébergement, de justificatif de domicile. Il ne lui demande pas de fournir d'acte de naissance, alors que ça, c'est le document primordial à demander à tout étranger en situation irrégulière en France. Il ne lui demande pas de fournir les documents qui justifient sa présence sur le territoire. Elle a un certain nombre de documents à transmettre logiquement pour que son dossier soit béton. On poursuit. Je vous explique, madame. Oui. On n'est pas si mal que ça. On est même plutôt bien. D'accord? Parce qu'effectivement, on arrive quasiment à la... Il reste une fiche de paye à obtenir. On va la voir. Enfin, j'espère. Hein. Oui, ça fonctionne. Vous vous entendez bien avec votre patron? Très, très bien. Ouais, il est sympa avec vous? Oui, très sympa. Génial.
vous êtes en situation irrégulière. On est d'accord? Je vais vous expliquer comment ça s'organise chez nous. On va demander pour vous un titre de séjour au niveau du travail. Pour ça, je vais avoir besoin de documents qui sont des preuves. D'accord? À partir du moment où j'ai ça, c'est fini. Vous pouvez pouvoir travailler. Il y a 3 étapes très longues, d'accord, mais qui sont incontournables. Vous avez la première qui est l'ouverture du dossier en préfecture. C'est-à-dire que vous envoyez votre dossier à la préfecture, elle est au courant qu'il va falloir, 1, l'étudier, et 2, prévoir un rendez-vous. Il n'y aura pas de débat parce que, je vous explique après. Okay. Deuxième étape, le fameux rendez-vous dont vous avez peut-être entendu parler que personne n'arrive à obtenir. Et là, ce sera pour un dépôt du dossier en préfecture. Et là, l'avocat plus vous en préfecture. Donc l'avocat il se déplace avec vous en préfecture. Il ne vous laisse pas simplement y aller toute seule. C'est important parce que vous avez une OQTF et on est sur une période pile de 8 mois, etc. Donc c'est vraiment important que l'avocat puisse défendre votre dossier sur place. D'accord. D'accord. Et enfin, vous allez avoir le retrait. D'accord. Chacune de ces étapes, d'accord, c'est très long. En 8 à 10 mois minimum. Yes. 8 à 10 mois minimum. Chacune. Chacune, quoi. On est sur une période de 16 à 24. Mais attention, à partir du moment où on a déposé ici, vous avez une attestation de dépôt ou un récépissé. D'accord. Et avec ça, vous êtes couverte. Exactement. Si déjà ça c'est D'accord. viable. Je précise que cette attestation ou ce récépissé, comme c'est la première demande, ne vous autorise pas à travailler. Vous continuerez de travailler. D'accord. Ça vous permet simplement de rester sur le sol. Mais vous restez tranquillement, sans souci. C'est déjà quand même un état, je une les étape évite. importante. Oui, j'imagine bien que vous planquez. Dès que vous les voyez, vous cachez. D'accord. À ce stade de la conversation, il lui demande enfin les documents qu'elle doit apporter pour constituer son dossier. Il lui parle de 3 documents, du passeport, de l'acte de naissance et de l'attestation d'hébergement. Le passeport parce qu'il contient le visa. Donc avec le passeport, on va vérifier la nationalité de l'étranger. Le visa, est-ce qu'il est court, est-ce qu'il est long? De quel type de visa il s'agit? Avec l'acte de naissance, on vérifie qu'il s'agit bien de l'étranger dont il est question parce qu'on ne voudrait pas qu'il y ait usurpation d'identité. Et avec l'attestation d'hébergement, c'est un justificatif qui prouve son lieu de vie. Elle est hébergée par sa cousine. Il parle de preuves, les preuves par rapport à l'emploi. Mais il ne dit pas quel type de preuve elle doit justifier. Il parle également de d'autres documents pour compléter le dossier, mais il ne fait pas la précision non plus sur les autres documents. Donc ce serait bien à un moment donné qu'il puisse établir les différents documents, donc une liste à lui transmettre, mais il n'en parle pas. Ensuite, il va expliquer les différentes étapes qu'elle va rencontrer. Il parle d'un dépôt de dossier pour que la préfecture enregistre son dossier dans un premier temps et lui communique un rendez-vous. Ça, c'est lui qui le dit. Il parle d'un fameux rendez-vous qu'il est difficile à obtenir. Et il parle également d'un retrait de titre de séjour. Alors, avec la nouvelle démarche dématérialisée, que ce soit sur la nef ou que ce soit sur démarche simplifiée, et en fonction des demandes que chacun va réaliser, et encore en fonction des différentes préfectures, sachez que les démarches peuvent être différentes d'un lieu à un autre. Et donc, il y a des démarches pour lesquelles on va demander un rendez-vous en préfecture. Il y a des démarches pour lesquelles on va juste aller sur le site de la nef, sur le site de démarche simplifiée pour établir justement le dépôt de dossier. Donc, lorsqu'il dit le fameux rendez-vous difficile à obtenir, oui, je suis d'accord avec lui, c'est un rendez-vous qui est difficile à obtenir dans chaque préfecture.
Avant le Covid, c'était beaucoup plus simple. À partir du Covid, ça s'est compliqué. C'est même devenu un marché noir parallèle parce qu'il y a des personnes qui aujourd'hui sont capables de vendre ces rendez-vous. Pourquoi? Tout simplement parce que la préfecture se fait pirater. Les préfectures se font pirater. Elles mettent en ligne des rendez-vous, des plages de rendez-vous qui, elles, sont générées par le biais d'un logiciel. C'est des logiciels au niveau de la préfecture qui génèrent ces rendez-vous. Sauf qu'il y a des pirates, des hackers qui récupèrent en ligne donc ces rendez-vous et qui ne donnent pas la possibilité aux étrangers de pouvoir se positionner sur les plages de rendez-vous. Il faut quand même chercher à comprendre pourquoi ça se met en place. C'est un marché qui génère de l'argent, tout simplement. Et malheureusement, même si les préfectures le savent, ça permet aussi de faire du tri. Il faut savoir quoi? Que logiquement, ces rendez-vous, ils sont gratuits. On n'est pas censé payer pour avoir un rendez-vous. Sauf que comme on a du mal à obtenir des rendez-vous en ligne, donc vous allez aller dans les cybercafés, les taxiphones, et là, vous allez trouver des personnes qui sont susceptibles de vendre donc les rendez-vous. Elles ne font que ça, Elles récupèrent des rendez-vous pour vous, elles vous les vendent. Et puis, vous allez en avoir qui vont générer en ligne des plateformes sur lesquelles vous allez payer. Elles vous donnent des liens pour pouvoir avoir une alerte qui va vous alerter sur le fait qu'une plage de rendez-vous s'est mise en place sur le site de telle ou telle préfecture en fonction de ce que vous souhaitez. Et à partir de là, vous allez pouvoir récupérer un rendez-vous, sauf que vous avez donné de l'argent pour ça. Quand vous vous retrouvez en préfecture, vous allez voir que la plupart des personnes qui ont récupéré un rendez-vous en ligne, ce sont des personnes qui ont payé. Et ça, c'est pas normal. Mais malheureusement, c'est de plus en plus fréquent. Donc, là, lui, il parle de ça, mais est-ce que réellement, c'est une démarche qui va concerner cette cliente? Ça, pour l'instant, à la limite, il ne le dit pas, il précise même pas vers quelle préfecture elle va se tourner. À aucun moment, il lui demande quelle est la préfecture dont elle dépend. Donc, il ne lui a pas demandé l'adresse, il ne lui a pas demandé la ville, le département dont elle dépend. Et du coup, en fait, comment est-ce qu'il pourrait lui dire vous dépendez de telle préfecture ou bien de telle sous-préfecture? Parce que parfois, on ne va pas forcément dépendre de la préfecture, mais de la sous-préfecture. Je me suis mal exprimée. On dépend d'une préfecture. Ça, c'est certain. Mais en fonction du lieu d'habitation, il va y avoir une répartition géographique qui fait que si dans un département, il y a des sous-préfectures où le travail est délégué, vous, en fonction de votre lieu d'habitation, vous allez peut-être dépendre d'une sous-préfecture. Mais là, en fait, on ne le sait pas. Parce qu'il ne lui a pas posé la question, il ne lui en parle même pas. Lui, il est avocat. Donc, c'est lui qui est censé avoir les informations clés à lui communiquer. Et elle n'est pas censée avoir des informations qui ne sont pas vérifiées. Parce qu'elle repart avec des informations qui ne sont pas finalement complètes. Et ça, c'est dommage. Il y a autre chose que je voulais également soulever par rapport à cette conversation. À ce stade-là, il y a des voix derrière que l'on entend. Donc, ça suppose que dans ce bureau d'avocat, l'avocat en question, il n'est pas tout seul. Il doit forcément avoir une collègue qui fait la même chose que lui. Et on l'entend en fait. Non seulement on entend la collègue, mais on entend également la personne qu'elle reçoit. Et moi, ça me dérange. Pourquoi? Parce que en fait, si elle, la cliente qui m'a fourni cet audio, elle est en entretien avec un avocat et que dans le cadre de son entretien, elle est capable d'entendre l'avocate qui est à proximité, qui est la collègue de celui avec lequel elle a rendez-vous, et d'entendre également la cliente de cette collègue,
moi, ça me pose question parce qu'il est où le côté confidentiel, en fait? Logiquement, elle vient fournir des informations, elle vient délivrer des informations privées, et toutes les deux, en fait, hein, ces deux clientes, elles sont en train de fournir des informations privées, mais l'une et l'autre peuvent entendre les informations qui les concernent. Donc ça, je trouve ça quand même moyen de pouvoir se situer dans un lieu qui n'est pas fermé, dans un lieu où finalement il n'y a pas le respect de la confidentialité. Alors, il lui indique qu'il va l'accompagner lorsqu'elle sera convoquée au niveau de la préfecture et qu'elle recevra une attestation de dépôt par rapport à son dossier et qu'elle va recevoir également un récépissé, mais que comme il s'agit d'une première demande, elle ne pourra pas travailler avec. Je veux quand même clarifier quelque chose. Que l'avocat se présente avec elle, sincèrement, ça c'est tout ce qu'il y a de plus honnête de sa part et tout ce qu'il y a de plus intéressant pour elle, parce que du coup, elle ne sera pas seule et ça la met en confiance. C'est quelque chose de bien. C'est pas toujours évident de se présenter en préfecture. On a toujours des craintes, des réticences. Donc, ça, c'est intéressant. Il lui dit que c'est par rapport à son OQTF qu'il se présente avec elle. L'OQTF, elle est quand même passée depuis un bon moment. Donc, logiquement, quand elle fait sa nouvelle demande, elle ne craint rien à partir du moment où il y a prescription par rapport à cette OQTF. Alors, par contre, ce que je veux clarifier, c'est que le récépissé et l'attestation de dépôt, il lui dit qu'elle sera couverte sur le territoire. La seule chose, c'est qu'elle ne pourra pas travailler avec. Une attestation de dépôt n'exclut pas l'éloignement du territoire. Ce n'est pas parce que vous avez une attestation de dépôt que vous ne serez pas éloigné du territoire. Ça justifie juste que vous avez une demande en cours. Le récépissé, lui, couvre cette logique d'éloignement du territoire. C'est lui qui vous couvre, en fait, le récépissé, et pas l'attestation de dépôt. L'attestation de dépôt justifie que vous avez un dossier en cours d'instruction. Vous allez avoir besoin du récépissé pour vous permettre de rester sur le territoire le temps qu'on vous remette un titre de séjour, le temps que l'instruction soit en cours. Mais l'attestation de dépôt, elle ne permet que de justifier que vous avez un dossier en cours et qu'à un moment donné, la préfecture va vous convoquer pour récupérer un récépissé puis un titre de séjour ou pour vous dire que la demande est rejetée. Le récépissé, il indique que comme il s'agit d'une première demande, vous ne pouvez pas travailler avec, il n'y aura pas d'autorisation de travail. Je ne suis pas d'accord avec ça parce que il y a des récépissés qui autorisent, même quand il s'agit d'une première demande, à travailler avec. Ça dépend de la demande. Mais on ne peut pas être catégorique et dire que les premières demandes n'autorisent pas à travailler. Surtout lorsqu'il s'agit d'une demande avec autorisation de travail. Concernant l'attestation de dépôt, je veux aussi rajouter que quand il s'agit d'un renouvellement de demande de titre de séjour, l'attestation de dépôt, elle prolonge les droits. C'est-à-dire que comme vous aviez déjà eu des droits avec ce titre de séjour, le fait d'avoir déposé un dossier de renouvellement et d'avoir une attestation de dépôt prolonge les droits. Logiquement, quand vous avez un titre de séjour, vos droits sont prolongés jusqu'à 6 mois et l'autorisation de travail jusqu'à 3 mois. Donc, ça, c'est quelque chose qui doit aussi expliquer. Bon, là, en l'occurrence, il n'y a pas de renouvellement, c'est une première demande. Et c'est une première demande par rapport au travail, parce que au préalable, elle avait fait une première demande vie privée et familiale. Les titres de séjour, il y en a plusieurs. Et en fonction de votre situation, il faut vraiment aller vers celui qui va vous permettre de pouvoir rester sur le territoire, de pouvoir
régulariser votre situation sur le territoire. Pourquoi nous, on gagne du temps? Alors oui, vous allez me dire, c'est super long, je suis d'accord avec vous. Mais là où on gagne du temps, c'est sur cette étape. Parce que vous, dans 99% des cas, quand un particulier envoie un dossier en préfecture, c'est-à-dire ça, il ouvre le dossier en préfecture, sur la nef ou sur démarche simplifiée, dans 99% des cas, la préfecture vous renvoie le dossier en vous disant ou c'est incomplet, ou c'est pas lisible, ou le document que vous m'avez donné est caduc, ou il y a 1000 ou. D'accord. Et à chaque fois qu'elle vous renvoie le dossier, c'est 1 an. Donc vous l'envoyez, elle met après 1 an pour l'étudier. Elle vous le renvoie 1 année, 2 ans. Vous le renvoyez 3 ans, puisqu'il faut qu'elle l'étudie. Elle vous donne le rendez-vous. Le rendez-vous, après vous avez la réponse, 4 ans. C'est chaud, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Nous, c'est long. Mais c'est beaucoup moins long que vous. C'est comme si vous devez faire Paris-New York en avion, d'accord? Vous allez prendre la voiture et le bateau, nous on va aller en avion. Vous allez mettre 1 mois, nous on va mettre 6 heures. D'accord? C'est beaucoup moins long, mais c'est 6 heures quand même. On ne peut pas passer de ces 6 heures à 2 heures. Vous voyez ce que je veux dire? On ne peut pas aller en dessous. Donc là, on est entre 16 et 24 mois. Mais rapidement, ça, cette attestation, on peut l'avoir rapidement. D'accord. Si vous êtes réactif, vous êtes réactif dans vos paiements, vous êtes réactif dans les documents, etc., ça, on peut l'avoir assez rapidement. D'accord? Ça va dépendre aussi de vous. Si vous nous donnez les documents rapidement, on peut travailler rapidement. Exactement. Ok, bien. Est-ce que jusque-là, c'est clair ou il y a des questions? Très clair. Très clair. Votre boulot, madame, c'est de me fournir les documents. Vous me donnez les documents et après, c'est fini, vous m'oubliez. D'accord. Je vous donne l'attestation et on se revoit lors du rendez-vous. D'accord. D'accord? Comme ça, je vous dis dès le départ, c'est pas peine de me harceler au téléphone. Non, Ça pour le sert à dépôt rien. en préfecture, c'est bien été. D'accord? Donc là, il lui parle de sa réactivité. En d'autres termes, il lui dit que plus elle est rapide pour pouvoir déposer les documents qu'il lui demande, et plus vite elle obtiendra et une attestation de dépôt, puis un récépissé, puis un titre de séjour. Il lui explique également que les avocats ont beaucoup plus de chances d'obtenir très rapidement ces documents lorsqu'ils accompagnent les particuliers, plutôt que quand ce sont les particuliers seuls qui font la demande. Il explique que à 99%, les particuliers, lorsqu'ils font leur demande seuls, ils ont des retours de documents parce que leurs dossiers ne sont pas complets et que du coup, chaque renvoi de documents qui a été demandé par la préfecture ajoute 1 année supplémentaire au traitement de dossier. Je trouve ça complètement aberrant, complètement illogique cette façon de dire les choses. Pourquoi? Imaginez, vous avez un dossier que vous déposez en préfecture et à partir de là, on vous demande un complément de document. Vous transmettez le document, on ajoute 1 année, on est en 2024. On vous redemande un autre document, vous remettez le document, on vous ajoute encore 1 année et on ajoute, on est en 2025, puis encore en 2026, puis encore 2027. Pour un dossier que vous auriez déposé en 2024, pour 3 ou 4 documents demandés, vous aurez vos titres de séjour en 2027, voire 2028. 4 ans, ça n'a pas de sens. C'est pas logique, sa façon de raisonner. Et je suis complètement en désaccord avec ce qu'il dit. Pourquoi? Parce que j'ai l'habitude de déposer avec mes clients des dossiers de demande de titre de séjour. Et je peux vous assurer que nous, on dépose uniquement lorsque c'est complet. Tant que c'est pas complet, on ne dépose pas. Je ne suis pas avocate. Et pour autant, ça ne nous a jamais empêché, pour certains des clients, parce que ça dépend encore de la situation de chacun, c'est toujours au cas par cas, de recevoir très rapidement ou plus ou moins rapidement une attestation de dépôt, un récépissé, un titre de séjour. Et même quand il y a eu des demandes de complément de documents, ça n'a pas empêché les clients de recevoir dans un délai plus ou moins court, plus ou moins long, et certainement pas 4 ans plus tard, le récépissé ou bien l'attestation de dépôt ou bien le titre de séjour. D'accord? Donc, il faut quand même remettre les choses dans la réalité. Il faut arrêter de raconter n'importe quoi aux gens sous prétexte que
on a une casquette d'avocat. Ce que je voudrais dire également, la réactivité de la préfecture ne dépend pas forcément de la réactivité du client. C'est vrai que plus vite vous ramenez les documents, plus vite on peut constituer le dossier et le déposer. Mais ce n'est pas ça qui va faire que la préfecture, elle va être rapide à répondre. C'est pas ça qui va faire que la préfecture va vous donner plus rapidement une attestation, parce qu'elle va prendre le temps, elle aussi, d'étudier votre dossier, de l'instruire, et souvent, vous voyez donc dossier en instruction. Le fait que vous payez plus rapidement, c'est pas non plus ce qui va faire que la préfecture va être plus rapide. C'est pas la préfecture que vous payez, c'est l'avocat. Il faut être logique, c'est vraiment une question de logique. Donc oui, plus vite vous le payez lui, et plus vite il va déposer votre dossier. Mais c'est pas plus vite vous le payez lui, et plus vite la préfecture, elle va traiter votre dossier. Il faut vraiment mettre une distance entre ce qui est réel et ce qui relève de ce que l'avocat vous dit pour que vous puissiez, vous, le payer très rapidement. Faites attention à une chose, les documents qui sont demandés par la préfecture, parfois n'ont rien à voir avec le fait que vos dossiers soient incomplets. Parfois, c'est parce que la préfecture souhaite avoir des précisions sur votre situation. Et il arrive même que la préfecture vous demande des documents sans être très clair sur ce qu'il vous demande. Parfois, c'est fait exprès. C'est aussi une façon de faire du tri, il faut dire la vérité. Parce que moins vous savez ce qu'on vous demande, ou moins vous êtes en capacité de transmettre ce qu'on vous demande, et eux, ils classent les dossiers, donc ça fait du tri, ça fait moins de dossiers à traiter. Je vous donne un exemple. Dernièrement, une des personnes que j'accompagne reçoit une notification. La notification lui indique que la préfecture lui réclame une attestation d'hébergement BDS/NC. Ça veut dire quoi BDS/NC? Déjà, attestation d'hébergement, on sait ce que c'est. Mais BDS/NC, qu'est-ce que ça veut dire? NC, non communiqué. BDS, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, vous allez chercher, BDS, en fait, ça veut dire bureau du séjour. Donc, quand on vous demande une attestation d'hébergement, bureau du séjour, NC, donc non communiqué, ça veut dire que vous n'avez pas communiqué l'attestation d'hébergement. Cette personne, elle est hébergée, mais ce n'est pas n'importe quelle attestation d'hébergement qu'on vous demande, c'est l'attestation d'hébergement que le bureau du séjour de sa préfecture de référence lui demande. Et la préfecture de laquelle vous dépendez fournit des attestations d'hébergement où il y a indiqué bureau de séjour avec la préfecture du département dont vous dépendez. C'est bien indiqué. Voilà, à titre d'exemple. Moi, il y a quelque chose qui m'a vraiment interpellée. Là, c'est quand il lui dit « Lorsque vous m'avez déposé les documents pour que je constitue votre dossier et que vous m'avez payé, j'ai déposé le dossier, vous recevez une attestation de dépôt. C'est plus la peine de me contacter jusqu'au moment où on se retrouve en préfecture, donc lors du rendez-vous. Ne me harcelez pas. » Voilà ce qu'il lui dit. Ne me harcelez pas. C'est fort comme mot. Il est censé la représenter. Elle le paye pour un service. Et donc, logiquement, il devrait pouvoir être disponible lorsqu'elle a besoin d'une information, lorsqu'elle souhaite se renseigner sur l'avancée de son dossier. Lui, il lui dit ne me harcelez pas. Donc, elle n'a pas le droit de le contacter, elle n'a pas le droit de... Il lui dit, oubliez-moi. C'est fort quand même. Quelqu'un que vous payez pour vous accompagner à mettre en place un dossier sur lequel vous jouez votre vie parfois, et même très souvent, et il vous dit, oubliez-moi, ne me harcelez pas. Mais à quel moment, en fait, on peut le solliciter, cet avocat? C'est pas normal. Le coût de la prestation, c'est 1560. Et cette prestation comprend aussi l'éventuel recours que vous pourriez avoir. D'accord. Ça comprend toute la procédure, plus
le recours. Et ça me donne le temps, hein. Ça Oui. me laisse le temps. Bien sûr. Ça, on peut le payer en 4 fois. Super. 390 € par mois pendant 4 mois. Super. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Et je voulais dire quoi? Donc les 380, bon, les 390 €, c'est à partir de là. Non. À partir du moment où moi je commence à travailler sur votre dossier. D'accord. C'est-à-dire que quand vous allez me donner le dossier, quand vous allez me donner vos documents, moi je vais vous demander votre passeport. Je vais vous demander non, bah, c'est pas où, pardon, le passeport, j'en ai besoin. Une attestation d'hébergement que normalement vous n'avez pas sur vous. On m'a demandé de la ramener. Génial, vous le voyez. Et un acte de naissance. Et je l'ai aussi. Vous l'avez J'ai les aussi. 3. Et j'ai besoin d'un acompte. Voilà. D'accord. Moi, si vous me donnez ça, votre dossier, on l'ouvre aujourd'hui. Je vous laisse 1 mois pour réunir l'ensemble des autres documents. D'accord? Et après, on y va. D'accord. Et est-ce que je peux laisser par exemple mon RIB que vous faites des Non. prélèvements? C'est en cash? Carte bleue. Carte bleue. Oui, c'est ce que j'ai dit. Ah, genre, je paye comme ça en carte bleue. La carte. Avec quoi, une carte? Nickel. Ah, nickel, et ça le passera. livreur. Ouais. Nickel, ça passera pas. Nickel, ça passera pas en 4 fois. Est-ce que vous avez quelqu'un auprès de qui vous pouvez avoir une carte, j'allais dire classique? Je vais me Votre renseigner. cousine peut-être? Je sais pas. Je sais pas si elle va accepter. Je sais pas. Je vais demander. Bon, alors, si toutefois, on n'avait pas ça, c'est pas grave. On fera 4 paiements. Donc, vous seriez obligé de revenir 4 fois. Ouais. D'accord? Mais c'est pas très grave non plus parce que il y a déjà l'ouverture du dossier. Mhm. Il faut attendre 1 mois pour avoir la fiche de paye. Exactement, ça rentre aussi. Une fois, il nous faut le temps de l'étude de l'ensemble du dossier, ça fait déjà 3, donc ça fait 3 paiements. D'accord? Et après, on dépose. Mais à 3 paiements, on a déjà déposé. Exactement. D'accord? Même si vous n'avez pas payé la totalité, à 3 paiements, nous, on a déjà déposé. Ok, Ça marche? ça marche. Si vous êtes prête à démarrer aujourd'hui. Pour le paiement, non. Pour aujourd'hui. Alors, ok. C'est le paiement qui vous pose souci. Ce qui est Ouais. important avec nous, c'est d'être clair. Oui, c'est ça. Je peux le faire, hein, parce qu'après... Aujourd'hui, c'est le paiement qui vous pose souci. Oui, ce n'est que le paiement. C'est les 390 ou c'est le paiement tout court? Non, c'est le paiement tout court. Je n'ai pas là tout de suite. Nous, on a la possibilité. Alors, quand on voit que quelqu'un est vraiment très motivé, d'accord, on est capable, nous, de travailler sur la base de la confiance. Je m'explique. Ça veut dire que je ne prendrai pas 390 aujourd'hui. Je peux prendre par exemple, je dis n'importe quoi, 150. Est-ce que 150 c'est jouable? Mon salaire n'est pas encore passé. D'accord. Je fais un test avec vous. 100? 100 non plus? Ouais. Ok. Vraiment zéro. 0. Ok. Alors, je vous laisse revenir Oui, je vais revenir. à ce C'est moment-là. mieux. Et bah, à ce moment-là, vous Je verrez ramène la 390. totalité. Ça me dérange pas. Pour On la est totalité. 390. Exactement. Parce que sinon, j'aurais pas d'autres. D'accord? Il n'y a pas de souci. Et à ce moment-là, effectivement, alors aujourd'hui, vous avez compris que moi, sans un acompte, je peux rien faire. Oui, c'est normal. D'accord, C'est je ne veux normal, pas c'est du travailler à vide. Non, non. Voilà. Mais dès que vous revenez avec votre acompte, il n'y a pas de souci, nous on Ok. accepte votre dossier. Donc, je reviens avec la compte et les dossiers Oui. d'ouverture. Exactement. Passeport, Acte de naissance et justificatif. Il n'y a pas de souci. Je reprends un rendez-vous par appel. Pas c'est du ça? tout. Vous revenez quand vous voulez. D'accord. Vous passez directement par moi. Enfin, vous arrêtez à l'accueil évidemment. Vous vous annoncez et vous ferez par l'accueil, je vous recevrai directement. D'accord, il n'y a pas de souci. Vous voulez revenir quand? D'ici quelques jours, là, quelques semaines. Alors, Le temps que ma paye, très bien. Elle passe quand votre paye? ça se voit un peu vague entre le 31 et le 5. Donc, c'est entre D'accord. Alors, moi je ne serai pas là du 4 au 11. Ok, bon, après le 11 alors. Soit après le 11, soit avant le 4. Ouais, si ça arrive avant le 4, c'est super. Mais si c'est pas avant le 4, Pas de souci. je fais après le 11. Aucun problème. En tout cas, votre titre de séjour, vous pouvez l'avoir. Il n'y a pas de souci. Sur la page du travail. C'est super. Alors, C'est une bonne vous nouvelle. pouvez l'avoir. C'est le 100%, évidemment, vous avez compris, vous ne sacrifiez pas. Nous, on est à 97-98%. D'accord? Mais le plus important déjà, c'est que le recours, il est pris en Oui, charge. bien sûr. C'est déjà pas mal. Et l'accompagnement de l'avocat à la préfecture, Exactement. c'est qui est Vous très avez tout rare. compris. Voilà. C'est les deux trucs. Moi, je suis très... Je regarde Factuel. tout. Oui, je m'informe énormément sur ça et tout. Très bien. Donc, Bon, voilà. Oui. Ok. Il n'y a pas de souci. En tout cas, merci beaucoup. Vous êtes très gentil. C'est déjà bien. Alors, moi, je vais noter que vous revenez. Donc, Très deuxième passage.
passage. Un deuxième passage. Voilà, c'est noté pour moi. D'accord. Soit avant le 30. Soit après le 11. Avant le 30. Allez, pour moi, c'est fini. Merci. Passez une bonne journée. On arrive au bout de la vidéo et donc au bout de cet audio. Alors, pour finir, il termine par le paiement. Et bien évidemment, toute prestation mérite rémunération. Donc là, il va lui exposer les modalités de paiement. Il est à plus de 1500 €. Et donc, il lui dit qu'elle peut payer 390 € par mois, des échéances de 4 mensualités. Et bien évidemment, elle n'a pas l'argent sur elle. Elle lui explique qu'elle attend sa paye. Il insiste pour savoir s'il est possible qu'elle puisse payer une partie pour l'acompte, parce que sans acompte, il ne peut pas commencer. Elle voudrait bien le faire, mais elle ne peut pas. Il insiste quand même, mais en fait, elle ne peut pas ni payer les 390 €, ni payer les 150 € pour lesquels il lui fait une petite fleur, genre, voilà, on vous met en confiance et on part sur la base de la confiance. Donc, si vous êtes très motivé, mais qui n'est pas motivé en fait dans cette situation, le seul souci, c'est qu'il faut trouver l'argent. Donc, là, les 150 €, elle ne peut pas. Il insiste encore sur 100 €, elle ne peut pas. Vous avez présenté des modalités de paiement. Tu es professionnel. Tu as présenté des modalités de paiement. La personne qui est en face de toi te dit qu'elle ne peut pas pour le moment. Respecte le fait qu'elle ne puisse pas te donner pour le moment le montant. Toi, tu lui as présenté les modalités. Comment ça se passe? Il insiste aussi sur le mode de paiement. Vous ne pouvez pas trouver quelqu'un, la cousine avec qui vous êtes, elle ne peut pas vous aider. Bah, attends. Quand elle pourra, elle viendra, elle te donnera. La façon dont elle va trouver l'argent, ça ne te regarde pas. Laisse-la revenir vers toi le moment où elle aura l'argent, elle te donnera. Et puis, elle est libre aussi de ne pas se faire accompagner par toi. Il se peut que quand elle sorte de ton bureau, elle trouve une autre personne qui va l'accompagner. Mais lui, il est très insistant. Et puis, il lui demande aussi la date. Quand est-ce qu'elle va venir? Moi, je trouve que c'est quand même assez lourd, cette façon de fonctionner. Dis à la personne quelles sont tes modalités de paiement. Dis-lui qu'elle n'est obligée en rien, qu'elle peut revenir vers toi, qu'elle peut aller même voir ailleurs si elle veut faire un comparatif de prix, je ne sais pas. Mais n'insiste pas comme ça lourdement sur la modalité de paiement, les modalités de paiement. Donc là, quand il s'agit par contre de venir déposer le paiement, il est open. Il vient n'importe quel moment, je te reçois, il n'y a pas de souci, c'est pas la peine de prendre rendez-vous ou quoi que ce soit. Voilà, donc je finirai sur cette note-là. Faites très attention à ce qu'on vous demande. Et quand même, j'aimerais insister aussi sur le fait que au final, on ne sait pas quels sont les documents en dehors du passeport, de l'acte de naissance et de l'attestation d'hébergement qu'elle doit apporter parce qu'il n'en parle plus. Il dit juste ramenez-moi les documents. Mais on n'a jamais su quels étaient les autres documents qu'elle devait ramener. Voilà, donc amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir. J'espère que cette vidéo aura été très instructive. N'hésitez pas à me demander des informations comme d'habitude, conseils comme d'habitude. Il est vrai que la vidéo est très longue, mais elle nécessitait vraiment que cet audio soit décortiqué dans les moindres détails parce que tout avait son importance. Et du coup, ça vous permettra, j'espère, de pouvoir avoir un peu plus d'éléments, d'informations sur le comment est-ce que vous pouvez vous positionner par rapport à un avocat et aussi par rapport à ce qu'il est en mesure de pouvoir vous informer et de vous accompagner dans le cadre de votre procédure de dépôt de dossier de demande de titre de séjour. Amis du jour, bonjour. Amis du soir, bonsoir.